Mouloud, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, les musulmans du Burkina sont en fête. La nuit d'hier a été marquée par des grands rassemblements dans les mosquées, une nuit de grande ferveur religieuse. Mais quel est le fondement de cette célébration? La réponse tout à l'heure avec notre invité, M. Ismaël Tendribiogo, imam du Serfi. Et puis en cette veille de Noël, un tour dans ce journal dans quelques caves de la capitale. Vous allez le voir, ce n'est pas l'affluence des bonnes années, du vin à la bière en passant par la sucrerie. Il y en a pourtant pour tous les goûts. Pour la volaille, par contre, la bonne adresse, comme chaque année, c'est le village de Poix dans le Boulkiemdé. Le marché du poulet est à sa 16e édition et son succès ne se dément pas. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, ces décrets, le président de la transition, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi organique numéro 007-2001 AN du 17 mai 2001 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique et social, vu le décret numéro 2001-656 presse du 4 décembre 2001 portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un observatoire économique au sein du Conseil économique et social, vu le décret numéro 2001-657, presse du 4 décembre 2001 fixant les quotas de représentation et les modalités de désignation des membres du Conseil économique et social, vu le décret numéro 2012-854, presse du 5 novembre 2012 portant nomination des membres du Conseil économique et social, vu la lettre numéro 2015-00428 CES CAB du 26 novembre 2015 demandant la prorogation du mandat des conseillers du Conseil économique et social, décrète. Article 1. Le mandat des conseillers du Conseil économique et social est prorogé jusqu'à la mise en place du nouveau bureau. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. Deuxième décret, le président de la transition, président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance numéro 7431, presse EN du 19 avril 1974, portant transformation du centre d'enseignement supérieur de Ouagadougou en université, vu la loi numéro 033-2000 AN du 8 décembre 2000 portant abrogation de l'ordonnance numéro 74-31 presse EN du 19 avril 1974 portant transformation du centre d'enseignement supérieur de Ouagadougou en université, vu la loi numéro 032-2000 AN du 8 décembre 2000 portant création de la catégorie d'établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et technique, vu la loi numéro 13-2007 AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation, vu le décret numéro 2558 presse PM MERS MEF du 12 décembre 2000 portant création de l'université de Ouagadougou en EPSCT, vu le décret numéro 2559, presse PM MERS MEF du 12 décembre 2000, portant création de l'université de Ouagadougou en EPSCT, vu le décret numéro 2555, presse PM MERS MEF du 12 décembre 2000, portant approbation des statuts de l'université de Ouagadougou, vu le décret numéro 2013-1006, presse PMS du 20 décembre 2013 portant organisation du ministère des enseignements secondaires et supérieurs, décrète. Article 1. L'université de Ouagadougou, créée le 19 avril 1974, change de dénomination et prend le nom de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera publié au journal officiel du Faso. Un dernier décret, le président de la transition, président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 010-98 AN du 21 avril 1998 portant modalité d'intervention de l'État et répartition des compétences entre l'État et les autres acteurs du développement,
vu la loi numéro 074-2015 CNT du 6 novembre 2015 portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, vu le décret numéro 2011-109 presse du 30 décembre 2011 portant organisation des services de la présidence du Faso décrète. Article 1. Les personnes ci-après désignées sont nommées membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Au titre de la présidence du Faso, Mme Lucienne Ariane Zoma, socio-anthropologue, M. Benoît G. Kambou, professeur de droit, Mme Bernadette Confé, enseignante à la retraite, M. Jérôme Compaoré, professeur et formateur en sciences de l'éducation, M. Issaka Sam, cadre de banque à la retraite, M. Lazare Yenou, ingénieur hydrogéologue, M. David Woba, socio-économiste. Au titre du Premier ministère, M. Poko Ilboudo, officier, M. Henrié, pasteur, M. Youssouf Cheikh Ouedraogo, Lebda Naba Bango, M. Mamadou Drabo, Mme Fatoumata Ouedraogo, M. Rasmane Ouedraogo, Mme Mouen Panyagde Mouniratou Yerbanga, MDL de gendarmerie. Au titre du Conseil national de la transition, Mme Aïcha Ouedraogo Zampaligré, juriste. M. André Eugène Ilboudo, mouvement spécifique. M. Inoussa Sanfo, expert en investigation et en sécurité informatique. M. Souleymane Ilboudo, formateur social. M. Laurent Monet, organisation de la société civile. M. Si Traoré, officier. M. Valérie Ouedraogo, universitaire. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, signé Michel Kafando. Je vous le disais en titre, les musulmans du Burkina célèbrent l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed. La nuit d'hier a été marquée un peu partout par des grands rassemblements dans les mosquées. C'était le cas à la grande mosquée de Ouagadougou, une nuit de prière sous le thème de la coexistence pacifique. Daouda Ouattara, Oumar Zombré, avec la voix de Abdul Rasmane Zongo. Lecture du Saint-Coran, prêche et bénédiction. Voilà le menu de la commémoration de la naissance du dernier prophète musulman. Une commémoration placée sous le thème « Coexistence pacifique en islam ». Le message de la communauté musulmane en ce Mawlud 2015, c'est un message d'appel à la coexistence pacifique, à l'acceptation de la différence, à la tolérance. Nous sommes tenus de vivre ensemble. Et vivre ensemble suppose que nous acceptions ces différences-là. Donc voilà notre message à l'occasion de ce Mawlud. Et nous disons que la paix, elle est essentielle. La paix est une denrée indispensable pour le développement du Burkina. Et fort de ce constat, le président nouvellement élu a mandaté son émissaire pour participer à la prière avec les musulmans. Sans coexistence pacifique au niveau des populations, vous savez qu'il n'y a pas d'État. Donc c'est un thème intéressant, en ce sens que le président nouvellement élu a conscience de cette situation. Et nous prions ensemble pour qu'au niveau du Burkina Faso, cette coexistence pacifique puisse continuer à prévaloir. Cette année, le Mawlud a une coloration bien particulière car il se tient à une nuit d'intervalle avec la naissance de Jésus pour les chrétiens et Issa pour les musulmans. Et à la faveur de la levée du couvre-feu, la commémoration s'est poursuivie jusqu'à l'aube. Voilà, même ferveur religieuse à Ramatoulaye et à Tansalga, au lieu de l'islam au Burkina, les fidèles se sont retrouvés autour des cheikhs Aboubakar Maïga II et Abdoulaziz Ouedraogo, une nuit de prière et d'invocation autour des thèmes de l'éducation de la jeunesse musulmane et de la liberté d'expression. Adama Giti, Draman Guéné. Place de la grande mosquée de Ramatoulaye dans le Yatenga. Ces fidèles venus de tous les horizons célèbrent ici la naissance du prophète Mahomet. Des lectures de Coran, des prêches à l'endroit du parterre de fidèles sous le contrôle du guide spirituel Cheikh Aboubakar Maïga II. Des communications qui s'articulent autour du thème principal, quelle éducation pour la jeunesse musulmane.
Nous avons pensé que comme les jeunes sont majoritaires dans nos sociétés, il leur faut une bonne éducation, une éducation recommandée par le Coran. Un jeune qui se comporte d'une façon exemplaire vis-à-vis de la religion vit forcément heureux. Il doit se démarquer du mensonge, de l'hypocrisie du vol, bref, de tous les vices. Autre lieu, autre thème. Ici, à Tansalga, dans le Loroum, le cheikh Abdul Aziz Ouedraogo et ses collaborateurs s'entretiennent avec ses fidèles sur l'islam et la liberté d'expression. Pour le fondateur de l'Union fraternelle et la solidarité islamique, le musulman a le droit de s'exprimer, de donner son avis sur la vie politique, religieuse et sociale de son pays. Une liberté avec toutefois des limites. Bien vrai, le musulman est libre d'expression, mais il doit mesurer ses paroles, de nature qu'elles soient celles qui construisent et non celles qui détruisent. Le prophète a dit qu'il ne faut jamais être auteur de problèmes qui peuvent se généraliser. Toute parole qui a des conséquences négatives sur la société est interdite par l'islam. Ici, à Tansalga comme à Ramatoulaye, l'anniversaire du prophète Mahomet a été ponctué par des louanges et des cantiques. Des prières ont été également faites pour la paix au Burkina. Et pour tout savoir sur la portée de cette fête de Mouloud, on retrouve notre invité Ismaël Tendrebeogo, imam du CERFI, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Bonsoir, M. Tendrebeogo. Bonsoir. Alors, première question, quel est le fondement de la fête de Mouloud? Pour ce qui est du fondement, habituellement, quand on parle des prescriptions religieuses, ils sont au nombre de deux ces fondements. Le premier fondement, c'est le Coran. Le deuxième fondement, c'est la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Et on va ajouter à cela l'unanimité des savants musulmans et le raisonnement par analogie. Parce que voilà les 4 sources, si vous voulez, de la religion musulmane. Et quand on interroge ces 4 sources habituelles des prescriptions religieuses musulmanes, et on ne trouve pas de traces de la célébration du Mawlud dans le Coran, ni dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est plutôt dans le vécu des uns et des autres que l'on retrouve cette prescription. Et quand on sait que le principe en islam, c'est que pour tout ce qui concerne le culte, la prescription est préalable à l'accomplissement. C'est-à-dire qu'il faut que je voie un texte qui me permette de faire un culte avant de pouvoir faire un culte duquel j'espère récompense. Alors que dans les actes de tous les jours, de la vie de tous les jours, la liberté précède la prescription. Ça veut dire que pour ma vie de tous les jours, je peux tout faire jusqu'à ce que je trouve un texte qui me l'interdise. Donc, en fonction du rangement de la célébration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'une ou l'autre catégorie, eh bien, le principe doit s'appliquer et on verra ce qu'il y a. Alors, M. Tendrebeogo, on sait qu'il y a une polémique autour donc, de la célébration du Mouloud. Faut-il la célébrer ou pas? La réponse divise bien sûr les courants islamiques. Qu'est-ce qui explique cette polémique-là? Théoriquement, il n'y a pas de polémique sur la question parce qu'au regard de ce que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la catégorie dans laquelle on introduit la célébration de l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam. Si on le vit, ce mawloud-là, comme un culte, alors on doit s'attendre d'abord à avoir un texte qui le prescrive avant de mettre en pratique. Mais si on le considère que c'est une manifestation extérieure de l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, que l'on ne classe pas dans les catégories d'actes cultuels, eh bien la liberté est là, que l'on peut faire tout ce que l'on veut, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la polémique vient du fait qu'en réalité, en islam, il y a 3 conditions pour qu'un acte soit valable. Le premier, c'est la foi. La première condition, c'est la foi. La deuxième, c'est la prescription. Et la troisième, c'est, j'allais dire, l'obéissance ou l'accomplissement de ce qui est prescrit conformément au cadre qui a été établi. Donc, au regard de ces 3 éléments, on va voir pour ce qui est du Mawlud qu'on n'est pas dans une configuration qui permet de classer. Donc, normalement, ça doit être juste vu comme un acte dans la vie de tous les jours pour manifester l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Mais cet amour-là, on a besoin de manifester tous les jours. On n'a pas besoin d'un jour particulier dans l'année pour le faire. Mais quels sont les arguments de ceux qui disent qu'il ne faut pas célébrer Les arguments de ceux qui le disent procèdent de la démarche scientifique islamique habituelle. C'est-à-dire, la première chose, c'est d'interroger les sources. Est-ce qu'on a une prescription dans le Coran? Non. C'est de voir la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'en son temps, il a célébré? Non. Est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été présentés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant des modèles, après lui, est-ce que ces compagnons ont célébré cet anniversaire? La réponse non plus est négative. Maintenant, je vous disais tout à l'heure qu'il faut également voir l'unanimité des savants musulmans et ce que l'on va appeler le raisonnement par analogie. Et sur ces 2 points,
Surtout l'analogie, certains font valoir le fait que au temps du prophète alayhi salatu wassalam, il jeûnait les lundis et les jeudis, et quand on l'a interrogé, il a dit tout simplement qu'il jeûne parce qu'il est né ce jour-là. Donc voilà un peu l'argument de ceux qui valident la célébration du Mawlud, c'est de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, n'a pas fait une célébration annuelle de son anniversaire, mais il a fait une célébration hebdomadaire qui pourrait servir de justificatif à la célébration habituelle que l'on voit, mais l'argument est un peu court quand même. Alors, M. Tendrebogo, comment le musulman doit-il célébrer cette fête de Mawlud? Bien, donc par rapport aux 3 conditions que j'ai citées tout à l'heure, la foi, on est musulman, la prescription, il n'y a pas un texte qui le prescrive, donc il n'y a pas d'acte recommandé puisqu'il n'y a pas un cadre. Donc ici, c'est la liberté des uns et des autres de faire ce qu'ils veulent. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a certains qui estiment que nous sommes dans un contexte actuel où l'islam est vilipendé, aussi bien dans des médias hostiles de la bouche des politiciens que de la part de certains mauvais musulmans qui mal agissent. Donc il faut profiter de cette occasion-là pour enseigner effectivement ce qu'a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que sa vie a été, ses rapports de cohabitation avec les autres. Donc pour eux, c'est une occasion que l'on pourrait saisir pour expliquer un peu son vécu. Alors l'impression qu'on a au Burkina, c'est que c'est une célébration qui prend de l'ampleur d'année en année. Alors comment on peut expliquer cela? D'abord peut-être l'éveil des musulmans de plus en plus, parce que par le passé, il y avait une plus faible implication des intellectuels musulmans. Quand vous regardez au niveau de la communauté musulmane, au niveau de la Tijaniya, du mouvement sunnite, du Serfi, de la MB, vous avez de plus en plus de gens qui s'intéressent à la chose et qui sont rompus à la tâche d'organisation. Et je pense que ça donne plus de visibilité. Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes dans l'ère de l'information. Peut-être ce qui se faisait dans un village était moins vu, alors qu'avec la couverture médiatique qu'on en a, on peut avoir l'impression que la chose a pris plus de volume, alors que tout simplement c'est la proportion de couverture médiatique peut-être qui change. Et il y a aussi bien évidemment ce retour à la source là que l'on observe dans beaucoup de pays musulmans. Les gens de plus en plus s'intéressent à savoir effectivement ce que l'islam est en réalité, parce que comme je l'ai dit, l'actualité douloureuse souvent associe le nom de l'islam à de la violence. Donc c'est beaucoup une occasion de s'interroger, et j'ai été personnellement étonné de voir que après les attentats de 2001, il y a eu effectivement des Américains qui se sont convertis, des convertis de l'après 11 septembre, parce qu'ils sont allés à la source pour se renseigner qu'est-ce que ma religion dit exactement. Il y a également cet exemple-là d'un Irakien qui était athée, il est d'une famille musulmane, il était athée, et à Londres, il suivait un reportage, c'était pendant la première guerre du Golfe dans les années 90, autour de 94, et il a entendu dire que les musulmans n'ont pas apporté quelque chose à la civilisation occidentale. Et ce monsieur a dit qu'il s'est fâché, il a projeté sa télécommande contre l'écran de sa télé. Et à partir de cela, il a suivi la trace des musulmans, notamment leur contribution en matière de civilisation jusqu'en Andalousie, qui est l'Espagne actuelle. Et finalement, il est redevenu musulman. Donc, il y a aussi cette portion de redécouverte de la religion qui peut s'expliquer également, qui peut expliquer également cet engouement nouveau. Alors, pour finir, M. Tendrebogo, ce qu'on remarque au Burkina, c'est que Mouloud est célébré aujourd'hui, oui. Mais on remarque longtemps après qu'il y a certains qui continuent de célébrer leur Mouloud. Alors, sur quoi cela se fonde-t-il? Non, dans le principe, c'est comme je l'ai dit, c'est juste une occasion pour manifester son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand c'est perçu comme ça, il n'y a pas une date précise. Donc c'est peut-être ça qui explique que l'on puisse avoir des moulouds célébrés un peu de façon éparse dans le temps. Et il y a aussi le fait que selon ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un texte qui fixe. Donc finalement, c'est la liberté en la matière et les gens font ce qu'ils veulent, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Merci M. Tendrebogo d'être passé sur le plateau. On rappelle, mesdames et messieurs, M. Ismaël Tendrebogo était l'invité de ce 20h. Il a donc été question des fondements de la fête de Mouloud. Et une fête donc qui coïncide cette année avec la fête de Noël. Et en cette période, le couple présidentiel apporte soutien et réconfort aux pensionnaires du centre Relwendé de Tanguin. Elles sont toutes du 3e âge, rejetées par la société. Michel Kafando était à leur côté ce matin, les bras chargés de vivre. Les pensionnaires demandent au président de s'investir pour l'adoption d'une loi contre l'exclusion sociale au Burkina. Souleymane Sanou, Viviane Tendrebogo. La fête de Noël sera belle pour les pensionnaires du centre d'Elwendé. Michel Kafando et son épouse leur ont donné 11 tonnes de céréales, de l'huile, des boîtes de sardines et de corned-beef, des nattes et des couvertures. Je venais en toute discrétion
Et dans l'environnement de fête où nous sommes, souhaiter simplement bonne fête aux pensionnaires du centre d'Elwende. Je voudrais que cette visite soit la signification que personne au Burkina Faso ne doit être exclu. La représentante des 249 pensionnaires, en disant merci pour ce don, a exprimé son inquiétude de devoir déménager sur le nouveau site du centre. Ici à Tanguin, nous sommes bien entourés. Quand par exemple notre château d'eau a pris feu et que nous avons crié au secours, très vite les voisins sont venus à notre secours. Vous voyez, sur le nouveau site, nous avons peur d'être éloignés et seuls face à l'adversité. Les pensionnaires ont également offert un cadeau à la première dame. À Tanguin, les vieilles ne se tournent pas les pouces. En plus du jardinage et d'autres menus travaux, elles fabriquent du savon. En visitant le centre, le président du Faso a pu voir les conditions de vie de ces exclus de la société dont le cadre de vie mériterait d'être débarrassé de ce tas d'immondices. Même élan de solidarité exprimé cette fois par le Centre international d'évangélisation envers les plus démunis, et cela à l'occasion de la fête de Noël. La journée de compassion a eu lieu aujourd'hui. Elle a été marquée par la distribution gracieuse de divers produits. Amadou Ilboudo, Bouma Ernest Nebier. Par cette journée de compassion, les femmes du Centre international d'évangélisation de Dassasgo entendent manifester leur solidarité envers les personnes souffrantes et démunies à l'occasion de la fête de Noël. Une solidarité qui se traduit par des prières, des dons divers et des repas communautaires. Karambiri m'a donné des vêtements et du riz. Que Dieu lui donne longue vie. L'initiative date de 2008. Elle est portée par le pasteur Hortense Karambiri avec la bénédiction de son époux, le pasteur Mamadou Karambiri. Aujourd'hui, il y a d'abord des vivres, il y a des vêtements, il y a du savon. Et pour les plus jeunes, il y a des jouets. Donc c'est entre autres ce qui a été donné. Et selon le profil de la personne, on adapte donc le colis. Et nous savons que ça va leur permettre donc de passer ces temps de fête. Et nous ajoutons souvent des enveloppes pour leur permettre donc d'acheter des condiments. La vraie religion, c'est aller vers ces démunis, c'est passer le temps avec eux, c'est leur dire qu'il y a un Dieu qui les aime. Jésus-Christ est venu, non pas pour que nous soyons dans les excès de table ce jour-là, mais que Jésus-Christ est venu justement pour eux. En faisant tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous croyons que chacun d'eux est comme Jésus devant nous. Et donc nous avons vraiment, c'est réconfortant pour nous de pouvoir agir ainsi. C'est une activité qu'elle n'entend pas abandonner car elle permet de soulager chaque année des milliers de personnes en détresse au Burkina Faso. Demain, c'est Noël et pour les propriétaires de caves, c'est normalement la période des bonnes affaires. Constat à Ouagadougou, les clients ne se bousculent pas cette année. Du vin à la bière en passant par la sucrerie, il y en a pourtant pour tous les goûts. Mais toutes les caves ne sont pas logées à la même enseigne. Constat Jean-Eudes Bayala, Yarkiteda. L'ambiance est différente de celle des autres jours au niveau de cette cave ce 24 décembre. Responsables et employés sont permanemment sollicités et travaillent sans relâche avec pour objectif satisfaire à tout prix les clients. Il y a un peu d'affluence pour cet après-midi et nous attendons de voir pour la suite qu'est-ce qui va se passer. Hier, ça s'est un peu bougé. L'affluence varie d'une cave à une autre. Là, c'est un autre décor avec aussi sa clientèle. Et pour les responsables, les affaires roulent, même pas comme ils l'auraient souhaité. Ça va un peu, pas comme l'année passée. L'année passée, c'était plus bon. Mais par rapport aux autres jours, ces 2 jours maintenant, à la veille de la fête, il y a des clients. Ici, par contre, l'on est satisfait, car selon les propriétaires des lieux, il y a une nette amélioration par rapport à l'année précédente. En tout cas, tous les clients, s'ils viennent seulement, tout ce qu'ils veulent, là, ils gagnent. Donc, ça veut dire que cette année, les ventes là vont être meilleures, plus meilleures même que l'année passée. Satisfait aussi chez les clients, pour certains, le Burkina Faso revient de loin. Et le moment est donc venu pour fêter.
Bon, c'est pour les préparatifs de la fête. En fait. Donc on est venu prendre du vin et un peu de whisky. L'ambiance est bonne. Il y a la santé, l'essentiel, c'est l'essentiel. Hein. Il y a la santé. Bon, je pense que s'il y a la santé, bon, ben, il faut prier Dieu pour que l'année prochaine on puisse quand même fêter. Fêter dans la joie, avec les mesures d'accompagnement. En tout cas, tout est mis en œuvre pour répondre aux attentes des consommateurs, pourvu que tous consomment avec modération. Voilà pour ce qui est de la boisson. Pour la volaille, par contre, la bonne adresse, comme chaque année, c'est le village de Poix dans le Boulkemdé. Depuis hier, le marché du poulet bat son plein. C'est la 16e édition et l'engouement ne s'estompe pas. Bien au contraire. Konsoun Koulibaly, Estelle et Judith Assogba. La volaille a l'honneur à Poix dans le centre-ouest à l'occasion de la fête du poulet. Plus de 6000 têtes de poulet, pintades, dindons, canards et pigeons se vendent en cette veille de fête de fin d'année. Des exposants venus de diverses localités de la région espèrent réaliser de bonnes affaires. Daouda Bagué, par exemple, est étudiant en 2e année de géographie à l'université de Koudougou. Il participe pour la première fois à cette fête. Je suis venu avec 112 poulets. Mais souvent, c'est vraiment arriver à évacuer mes poulets. Visiteurs et clients déambulent de stand en stand, discutent et marchandent les prix dans l'optique d'opérer le bon choix et à un prix raisonnable. Bon, j'ai payé les poulets là 3350 l'unité. Donc j'ai pris quelques poulets. En tout cas par rapport à Ouaga, c'est abordable et c'est quand même des poulets de qualité. On sait bien que la foire se tienne parce que ça nous donne l'opportunité quand même de nous approvisionner. Et ça donne aussi l'opportunité aux producteurs de pouvoir écouler ce qu'ils ont produit et d'avoir quand même une plus-value acceptable pour l'effort qu'ils mettent dans l'activité. L'initiative est de l'association Vital. Elle s'investit depuis 16 ans dans la promotion de l'aviculture villageoise dans le centre-ouest. Aujourd'hui, la région occupe la première place dans ce secteur au Burkina Faso avec une production de plus de 16%. Des résultats encourageants qui pourraient être améliorés. Comment faire pour booster la production à l'interne pour qu'on puisse jouer sur les prix? Cette fête a aussi servi de cadre pour primer les meilleurs producteurs de la région. Ils reçoivent des poulaillers, des mangeoires, des abreuvoirs, des charrettes et des kits sanitaires. Revenons au Burkina, le Premier ministre poursuit sa tournée de remerciements aux autorités religieuses et coutumières. Yacouba Isaac Zida était ce matin chez le Mogonaba et chez le grand imam de Ouagadougou. Ils ont été pour beaucoup dans l'aboutissement de la transition pour le Premier ministre. Il s'agit là d'un devoir de reconnaissance envers ses leaders, artisans de la paix et de la cohésion sociale. Roger Kam, Hortense Evelyne Yélémou. C'est un devoir de redevabilité qui a guidé les pas du Premier ministre au palais du Mogonaba. Le gouvernement de la transition est en fin de mission et après les défis relevés, Yacouba Zida est allé traduire la reconnaissance de son équipe au Mogonaba, celui-là même qui a tant œuvré pour la bonne marche de la transition. Nous sommes venus rendre compte à Sa Majesté que la mission qui nous avait été confiée, nous l'avons accomplie et aussi les remercier pour toutes les bénédictions qu'ils nous ont faites, pour tous les conseils qu'ils nous ont donnés et tout l'accompagnement dont nous avons bénéficié. C'est un devoir de reconnaissance. En retour, le Mogonaba s'est dit honoré par cette visite, car selon lui, le gouvernement de la transition a assuré avec succès la mission qui lui a été confiée. Nous sommes contents. Au début, ils sont venus. À la fin, ils sont également là. Nous les exhortons à toujours garder à l'esprit le pardon et la cohésion sociale. Nous les invitons à toujours travailler pour aider le pays à demeurer dans la paix. Après chez le Mogonaba, cap a été mis sur le domicile du grand imam de Ouagadougou. Là également, c'est un message de reconnaissance que le Premier ministre a apporté. Car, dit-il, leurs prières et leurs bénédictions ont accompagné la transition à bon port. À son tour, le grand imam s'est dit fier de cette démarche. Le Premier ministre est venu avec de bonnes nouvelles. Il est venu nous dire au revoir et nous présenter le bilan du gouvernement parce que pendant des mois et des mois, ils ont travaillé. C'est vrai qu'ils ont traversé des tumultes, des périodes de troubles, mais Dieu merci, il est sorti indemne de cette situation. Il est revenu dire merci. Mais pour nous, ce n'est pas un au revoir.
pour nous, nous pensons que nous restons toujours ensemble. C'est sur une note de satisfaction de part et d'autre que la visite du Premier ministre chez les chefs coutumiers religieux a pris fin ce 24 décembre. La corruption dans les secteurs de la douane, des mines ainsi que les valeurs morales passées à la loupe. 3 études ont été lancées pour en savoir davantage sur ces questions. C'est une initiative du RENLAC que nous présente Yacouba Nakanabo Diallo et Kadi Sanogo. Le Burkina Faso fait partie des pays où la corruption sévit avec beaucoup d'acuité. C'est pourquoi le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC a initié 3 études sur la corruption dans notre pays. Les 3 secteurs concernés par ces études sont les mines, les douanes et les valeurs morales, éthiques et civiques. L'étude sur les mines montre que l'impact de l'exploitation minière sur l'économie du pays et sur les populations locales reste peu perceptible. L'objectif visé par ces études est de produire des connaissances fiables en vue de mieux orienter la lutte anticorruption. Nous avons souhaité d'abord cibler les secteurs où il y a énormément de problèmes, donc au niveau de notre pays, surtout du point de vue de l'économie. Et donc le souci ici, c'est de voir quels sont les problèmes que les secteurs comme la douane, qu'on qualifie de secteur le plus corrompu, mais aussi un secteur qui est un secteur nouveau, comme les mines. On nous dit qu'aujourd'hui les mines rapportent énormément de ressources à l'État. Voir comment se manifester la corruption dans ces 2 secteurs importants donc, au niveau de notre économie. Le Réseau national de lutte anticorruption ambitionne de créer un centre de recherche sur la corruption. Il espère que ces 3 études vont permettre, aux côtés d'autres études, de documenter le secteur de la corruption au Burkina. Le ministère de la Communication reconnaissant envers ses agents les plus dévoués, ils sont 25, et leur engagement au travail leur vaut des distinctions. 24 ont été faits chevaliers de l'ordre du mérite et une personne a été élevée au rang d'officier de l'ordre national. La cérémonie a eu lieu hier à la radio nationale. Amadou Ilboudo, Mounira Kéré. 25 agents du ministère en charge de la communication ont vu leur mérite récompensé au cours de cette cérémonie. Ils ont été élevés au grade d'officier de l'ordre national et de chevalier du mérite des arts, des lettres et de la communication. Pour ces récipiendaires, c'est une journée particulière. Je suis très content pour cet honneur que la nation m'a fait et c'est en même temps une invite à beaucoup plus d'abnégation au travail. Un sentiment de gratitude à l'égard de ceux qui ont estimé qu'à un moment donné, notre travail méritait d'être encouragé donc, à un niveau national. Donc également gratitude à l'endroit de toute la chaîne de production. Je suis satisfait, mais je ne suis pas enthousiaste, dans la mesure où j'ai 34 ans de service. Je trouve que c'est venu sur le tard et j'ai une carrière professionnelle bien remplie, mais une carrière administrativement bâclée. Dites-vous que nous avons des promotionnaires qui, après 30 ans, après plus de 30 ans de service, sont partis à la retraite dans la même catégorie. On récompense en une soirée le travail d'une année et où les agents du ministère se sont illustrés par le travail bien fait, le professionnalisme, leur engagement, leur enthousiasme pour le travail. Il y a eu beaucoup de défis qu'on a relevés cette année et à travers donc des actions qui ont été menées et je tiens à les féliciter. Tout en les invitant à poursuivre leurs efforts, le ministre a encouragé les récipiendaires à demeurer le porte-flambeau d'une administration résolument tournée vers la qualité. Ils sont 17, ce sont les tout premiers trésors humains vivants du Burkina. Tous sont détenteurs de savoir et de connaissances qui font d'eux de véritables bibliothèques de la culture. En tout, le comité de pilotage avait reçu 348 dossiers des 13 régions du Burkina. Nongba Kouda, Ismaël Diloma Sirima. Au nombre de 17, ils sont les tout premiers trésors humains vivants du Burkina Faso. Parmi plus de 340 candidatures, ils ont été retenus pour leur savoir-faire dans les domaines de l'artisanat traditionnel comme la maroquinerie, la sculpture, le tissage, la fabrication de balafons, de flèches et de carquois.
D'autres ont également été élevés au titre de trésors humains vivants pour leur qualité dans l'art culinaire ainsi que dans l'art du spectacle. C'est une première dans l'histoire du Burkina, mais je pense que ça va continuer. Parce que c'est dans la valorisation justement de ceux qui apportent beaucoup à l'édification du Burkina que nous pouvons dire que notre pays avance sûrement. Par cette distinction, le ministère de la Culture attend de ses récipiendaires un travail de pérennisation du patrimoine culturel immatériel dont ils sont les maîtres. C'est très vrai que des enfants qui naissent ici, qui grandissent et qui ne savent même pas, j'allais dire, le minimum que nous puissions tirer de notre culture. Donc nous avons réussi et le gouvernement nous a suivis, que nous puissions introduire vraiment dans notre système éducatif des valeurs à enseigner. Et je crois que ces trésors humains vivants ont tout leur rôle à jouer. Après 2015, rendez-vous a été donné en 2017 pour la promotion de nouveaux trésors humains vivants. Fin de ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme.